Vous êtes indénombrables, vous qui avez décidé de choisir la chaîne nationale ivoirienne pour vous informer et vous divertir. Soyez-en remerciés. Au sommaire, ancien détenu, j'ai décidé de travailler pour l'hygiène des prisons. Et sur le plateau, vous aurez bien évidemment avec moi Dr Philo, Aloussène Sidibé, Alissar Zena et bien sûr Chef Nguessan, puisque nous sommes aujourd'hui mardi. Je vous invite à adopter la meilleure position parce que c'est midi, c'est maintenant! Merci encore pour ces rayons de soleil que vous nous permettez d'apporter à tous ces millions de téléspectateurs qui nous regardent à travers le monde. En tout cas, merci beaucoup. Vous êtes venus aujourd'hui nombreux participer à cette émission. Et c'est tout simplement formidable. Aloussène Sidibé, pour les innovations, on parlera de quoi aujourd'hui? Pour les innovations, aujourd'hui, je resterai encore dans le domaine des ménages et j'ai pour tous ces hommes-là une innovation utile et pratique qui... Pour les hommes, hein? Oui, pour les hommes, parce que cette innovation les permettra d'être encore... Oui, leur permettra d'être des princes charmants auprès de leurs dames. Je dis rien, c'est à tout à l'heure. Wait and see. Et qui n'a pas envie d'être un vrai gentleman? Quand même, hein? N'est-ce pas? Et pour tous ceux qui sont férus d'affairage, d'informations sur nos stars, de potins, il faudra bien sûr s'adresser à Alissar Zena, n'est-ce pas? En effet. Aujourd'hui, Caroline, on parlera d'infidélité. Infidélité, mariage, piratage. Je ne vous en dis pas plus ça. Restez scotchés. Et c'est sûr qu'ils resteront devant leur écran parce que c'est humain, on adore les affairages. Mais moi, je ne vois pas Philo. Franchement, moi, je vais passer comme ça. J'ai commencé depuis... La main, donne ta main. Voilà. Qu'est-ce qu'il fabrique? Je suis là, Caro. Je suis. Voilà. Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Voilà, Caro, je suis au milieu de mes détenus, pardon, du public, vous n'êtes pas des détenus. Voilà, du public. Et c'est la chanson que je vous ai appris là, qu'elle est là. Hein? Bamba nana, quand le guanga est là, chaque... Voilà. Yeah! Bamba nana, quand le guanga est là, chaque... Yeah! Voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà, c'est bon. Merci. Je peux vous faire confiance, personne ne va s'évader aujourd'hui. Oui, alors Philo, oui. Je vois sur ton t-shirt garde Floco. Je suis au Guantanamo. Garde Floco, j'ai même gardé le Guantanamo. Même le Mississippi, toute la prison. Évadé, hein? Comment? Non, il n'y a pas eu d'évadé là-bas. Hein. Moi, j'étais en congé pendant ce temps-là. Okay. Voilà, et je suis là avec mes détenus. Et pardon, je ne sais pas pourquoi je vous appelle détenus, même avec le public pour vous surveiller. C'est le public que tu appelles détenu là. Oui. Lui, elle est en forme, hein? Mais dis-moi, Philo, dis-moi, le lance-pierre, il te sert à quoi? Quoi? Le lance-pierre, il te sert à quoi? Parce que je comprends pas. Non. On ne sait jamais un prisonnier. Mon frère, là. Wow! Tu as fait ça, là. Tu peux pas. Là, ça sert de surveillance explosive. Voilà, donc celui qui veut s'évader. Non, pardonnez, c'est des expressions pénitentiaires. Voilà, donc c'est pas trop de votre domaine. Certainement, les tasers, toi, tu as un lance-pierre. Alors, Philo, c'est bon? Ouais, c'est bon. Tu t'es installé, tu es avec nous, garde Floco. Non, c'est pas ce que je veux dire, ne me fais pas dire ça. Alissa, alors, on n'a pas oublié, Chef Nguessan, vous savez bien qu'aujourd'hui, on est mardi. Et quand c'est mardi, on a un repas à proposer aux téléspectateurs. C'est vrai qu'on le leur propose, mais nous,
on le déguste à leur place. Alors je me dirige tout droit vers la cuisine pour retrouver Chef Nguessan. Bonjour chef. Bonjour Caroline. Vous allez bien? Je vais bien, merci. Qu'est-ce qu'on va manger à 13h? Aujourd'hui, je vais proposer une entrée chaude aux téléspectateurs. D'accord. Et puis, en fin de cuisson, je vais à nos messieurs, je vais leur montrer une astuce qui vont mettre Vous ça allez dans montrer au monsieur une astuce qui va servir à quoi? Qui va égayer encore beaucoup plus leurs dames. Ok. Ah, bien, ils sont gâtés aujourd'hui, hein? Cher monsieur, ne dites pas que vous êtes lésé dans cette émission. Alors, donc, on va aller tout droit au but, on vous écoute. Ouais, pour les ingrédients, il nous faut, disons, la recette aujourd'hui, c'est éminceur de blanc de poulet aux carottes. D'accord. Éminceur de blanc de poulet aux carottes. Oui. On rappelle que c'est une entrée chaude. Oui, hein. c'est une entrée chaude. Bon, pour les ingrédients, il nous faut du blanc de poulet émincé, de l'huile d'olive, des oignons émincés, de la tomate concassée, du poireau, de l'ail. Nous avons besoin aussi de la carotte râpée grossièrement. Tout à fait. Nous avons besoin du poivron, de la courgette, des herbes aromatiques et puis l'abscisse, l'œuf, qui va plus égrener le plat. Bon, pour la technique de réalisation, il nous faut faire revenir les blancs de poulet pendant au moins 5 minutes. Oui. Et puis ensuite, nous ajoutons l'oignon, du poivron, la courgette et le poireau et l'ail. On mélange le tout. D'accord. On laisse cuire pendant 10 minutes. Ensuite, on ajoute la tomate concassée. On mouille légèrement, on couvre et on laisse cuire 20 minutes. 20 minutes. Au fur et à mesure, après 20 minutes, on rectifie l'assaisonnement. En faisant quoi concrètement? Bon, on rectifie l'assaisonnement, puisque le poulet a été déjà bien mariné à la veille. Et puis, on essaie de... Là c'est ce que tu conseilles, hein, que le poulet soit mariné la veille. D'accord. Et puis, bon, on essaie de vérifier l'assaisonnement. Si l'assaisonnement ne nous convient pas, on peut rajouter le sel et le poivre pour plus agrémenter. Et puis, en fin de cuisson, à 5 minutes avant de la fin de cuisson, nous ajoutons maintenant la carotte râpée, puisque la carotte doit rester croquante. Après la carotte, maintenant, pour plus égayer encore nos dames, nous, les hommes, puisque dans le jargon, on dit on ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs. Vous pouvez partir, casser les œufs, mélanger le tout, vous laissez cuire 5 minutes après, puis vous servez. D'accord. Alors, Chef Nguessan, c'est bon? Oui, c'est bon. Nous, on va te retrouver avant la fin de l'émission, mais tu restes avec nous. C'est vrai que tu es très affairé dans ta cuisine, mais si tu as envie de poser une question, ne te gêne surtout pas. Merci encore. Merci. À plus tard. Alors, c'est bon? Vous ne vous êtes pas ennuyé? Non, non. Tout va bien? On a juste eu pendant un court instant. Alors, je reviens donc au thème du jour, ancien détenu. Je lutte aujourd'hui pour l'hygiène des prisons. Vous comprenez l'accoutrement de Dr Philo. On va le retrouver d'ailleurs tout de suite pour qu'il nous donne son avis sur ce thème. Merci, Caro. Pas seulement l'accoutrement, mais aussi l'expérience, parce que je suis en contact direct avec les prisonniers, donc je sais de quoi je parle, je sais qu'est-ce qui se passe dans les prisons. Bien sûr. Celui qui a, notre invité qui a déjà fait la prison, hein, un ex-prisonnier, parce que moi j'aime pas trop l'expression détenu. Voilà. Ancien détenu. Voilà, prisonnier, c'est encore mieux. Voilà, tout ça c'est accessible. Détenu, détenu c'est plus esthétique. Bon, ouais, mais prison, quand c'est bon, c'est plutôt pragmatique. Tu vois, je le vois. Ça, il comprend pas. Voilà. Et donc, on dit que si rien ne t'arrive, tu ne connaîtras rien. Donc, c'est parce qu'il a vécu qu'il connaît un peu ce qui se passe dans les prisons. Okay. Franchement, moi, je dis l'hygiène environnementale, c'est vrai, mais il faut aussi parler aussi de l'hygiène comportementale dans nos prisons aussi. Voilà. Parce que j'ai comme l'impression que dans les prisons, les gens... La prison, c'est comme toi qui quittes une maison,
tu dois déménager et puis tu laisses la maison en vrac façon. C'est pas normal. Donc c'est un autre prisonnier qui vient, il faut arranger le coin. C'est ton frère qui vient bientôt. Vous voyez un peu. Donc il faut arranger le coin. Donc je parle aussi de l'hygiène aussi comportementale. En prison, il n'y a pas de bon comportement. Les prisonniers parlent mal. Prisonnier, vous ne savez pas, quand même les camions la passent, tu drogues toujours là. Quand même fais avec ta voiture derrière, tu parles les pincers là, tu parles mal. Toi, salaud là, tu ne veux pas rouler doucement ou bien? Tu veux nous cogner. Les prisonniers parlent mal. Dans la prison Non, même dans les véhicules. Ils sont en route pour la prison. Ça dit en route, mais ils parlent mal. Et dedans alors. Ah bon? Et dedans. C'est comme ça. Donc, il faut assainir le milieu là, sur ce plan aussi. Et puis, il faut, j'ai dit quand il dit l'hygiène aussi corporelle. Hein, vraiment, nos prisons sont pas... Je n'ai pas cité le nom des prisons ici, parce que s'il fait de la pub, il y a des gens qui risquent d'aller en prison. Mais ils vont vouloir aller d'autres, je n'ai pas cité les prisons. Mais je pense que vraiment, l'hygiène, ce n'est pas trop ça. Vous allez dans les prisons où il y a plus de 4000 détenus, la facture d'eau qui vient, c'est 725 francs. Oui, Lola, on est obligé de les pousser chaque fois pour les laver. On les pousse chaque fois pour les laver. Oui, on a poussé chaque fois pour la laver. Et l'hygiène, je voulais proposer même, parce que souvent les prisons sont tellement remplies que moi je souhaiterais qu'on fasse une prison pour, c'est-à-dire une petite maisonnette pour chaque famille. Là, si quelqu'un fait quelque chose, le mettre dans la maman, et qu'ils sont trop. Et il y a les chansons pour entrer. Moi je suis avec eux. Madjaba, serré, oh! Madjaba, ça veut dire qu'il est l'heure d'aller dormir, vous allez vous serrer. Ah, d'accord. C'est la chanson là. D'accord. C'est vrai, tu as raison. Pour terminer, je voudrais aussi mettre l'accent sur aussi ce qui se passe, comportement. Parce qu'il y a des gens, quand tu viens nouvellement en prison, il y a un chef qui est toujours là. Et quand tu viens, tu es bien habillé en jean, quand on te demande, tu as volé quoi? Ah, mauvais, moi, ou un portable. Il enlève ton jean et puis tu donnes une culotte sale. Bah, il te dit que tu es soigné, toi tu voles le portable pour venir, ou une bouteille de gaz pour venir ici. Mais quand tu viens en prison, quand tu dis que moi, mauvais, moi, je braque une banque, tu deviens le chef parce que c'est que tôt ou tard ton Dieu va venir. En tout cas, on constate vraiment que tu maîtrises l'environnement carcéral. Après le Guantanamo, on m'a chose, je ne dirais pas affecté, c'est les instituteurs qu'on affecte, mais on m'a muté ici. Vous voyez un peu, on m'a muté ici. Donc, on te mute, les instituteurs, on les affecte. Oh, on les affecte. Merci Philo. Tu as raison, c'est nous qui t'avons provoqué. Merci beaucoup. Eh bien, nous allons faire ce qu'on appelle le micro-studio. On va prendre au hasard deux personnes. C'est moi qui maîtrise mes détenus. Qui vont ceux qui comprennent français répondre. Pardon? C'est moi qui maîtrise mes détenus, donc... Il y en a qui ne comprennent pas français ici. D'accord. Voilà. D'accord, donc choisis-les. Ok. Manas Pololo, lui qui est là-bas. Lève-toi. Ouais, il connaît. Ça, c'est bâtiment. Remets-lui le micro alors. Bâtiment D. Et ce qu'on veut savoir, c'est juste, est-ce que vous avez déjà visité une prison? Je n'ai pas visité les prisons. Vous n'avez jamais visité de prison? Non, non. Pourquoi? Bon, parce que bon, j'ai pas l'envie de me rendre là-bas. Vous n'avez pas envie de vous y rendre? Ouais, lorsque je me rends dans une prison, bon, je ressens une pitié. Donc, mais vous n'êtes jamais allé en prison. Comment est-ce que vous savez que vous ressentirez de la pitié? C'est ce sentiment-là qui m'anime. Déjà, l'idée même, le fait de penser à la prison, oui, vous êtes déjà animé par un sentiment de pitié. Vous n'avez jamais eu un ami, un proche qui a été incarcéré? Bon, non, non. Non, d'accord. Alors, ce n'est pas un interrogatoire, c'est un micro-studio. On va passer la parole à quelqu'un d'autre. Merci beaucoup. Une dame. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà visité une prison? Non? Bon, on va aller là-bas, c'est sûr. Philo, lui, il a déjà visité. On va aller... 5 secondes, d'accord. Je ne sais pas pourquoi on vous a fait sortir, mais bon, on va régler ça en antenne. De ce côté-ci, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà visité une prison? Vous? Oui. Vous avez déjà visité une prison. Qu'est-ce que vous avez vu concrètement? C'était vraiment très, très désolable. C'est la désolation totale. Les prisonniers sont repartis de façon suivante. Il y a différents bâtiments et ils sont par ordre de, je vais dire, de crime, on va dire. En un point, il y a des femmes aussi à côté, il y a des mineurs qui sont il y a des nouveau-nés qui sont là-bas. Il n'y a pas d'hygiène, il n'y a pas de nourriture, il y a vraiment rien. Il y a nourriture, il y a voisin. Il n'y a pas voisin. Il n'y a vraiment rien. Et qu'est-ce que ça vous a fait? Franchement, ça fait vraiment maison, mal. Ça donne envie de pouvoir, même si tu ne peux rien, apporter de l'aide, même étant présente, étant là pour soutenir, c'est vraiment quelque chose. Et après ça, vous y êtes retourné, pardon? Oui, je suis bénévole et s'il y a quoi que ce soit à faire, je pourrais le faire. Ah d'accord. Merci encore. Comment vous vous appelez? Comment vous vous appelez?
Mensa Marie-Noël. Marie-Noël. Oui, oui. En tout cas, merci pour votre intervention et merci surtout d'aller voir de temps en temps les prisonniers. Alors, nous allons maintenant recevoir notre invité du jour, mais laissez-moi vous rappeler le sujet. Ancien détenu, je lutte aujourd'hui pour l'hygiène des prisons. Il s'appelle Job. Eh bien, il a un nom qui veut tout dire. Il est passé par toutes sortes de souffrances et on espère que, comme Job, il va connaître après la gloire. On va le recevoir, Job Sogeni, qui nous rejoint sur le plateau de ce midi. Bonjour. Bonjour. Installez-vous. On est très content de vous recevoir sur ce plateau. Bonjour. Vous allez bien? Je vais très bien. Alors, vous allez nous expliquer de façon succincte parce que votre histoire, elle est vaste, elle est très élaborée, très étoffée, elle est aussi émouvante. Vous décidez de partir à l'aventure parce que vos parents vivaient dans des conditions très difficiles et c'était le rêve de tout jeune à cette époque-là. Oui, comme on le dit, hein, moi je suis un enfant de Derewaf. C'est un quartier de Port-Boué. Et nous disons comme ça tout jeune que mourir sans voir la tour Eiffel et la statue de la liberté, c'est un péché que Dieu ne pardonnait pas. Il fallait tout faire. Ça, c'était votre slogan. Ouais, c'est notre slogan. Il fallait tout faire pour aller à Paris, ce qui symbolise l'Europe et les États-Unis. L'Eldorado. Hein. L'Eldorado. Et comme on était à Derewaf, donc tout petit déjà on partait firer à l'aéroport. Donc on mangeait au jet à terre la nourriture, le restant des militaires. Et on mangeait dans les restaurants quand les gens finissaient de manger. Mais vous imaginez, quand on firait à l'aéroport, on voyait toujours ce qu'on appelle communément les benguifs qui venaient. Donc on voulait ressembler à ces benguifs. Il nous arrivait même jusqu'à aller s'injecter, pas de publicité, mais les rétapins, les kénacors pour avoir le teint des benguifs. On essayait de parler comme les benguifs. Donc, une manière de dire que pour nous, mourir sans voir la tour Eiffel, la statue de la liberté, c'est un péché que Dieu ne pardonne pas. Et ce rêve, il va finir par se réaliser. Oui, ce rêve va finir par se réaliser. C'est vrai, on disait, c'était pas un rêve. Parce que je n'ai pas le droit de rêver à cela. Je ne pouvais pas me permettre réellement de rêver qu'un jour, j'allais partir en beng, comme on le dit en Europe. Et un jour, mon frère, qui a vu que pendant les vacances, je vendais la friperie, je vendais les parfums, demande à son ami, demande à mon petit frère est-ce qu'il veut partir en Europe. Quand son ami est venu me dire, il a dit oui. Mais après, je me suis rendu compte que, mais de quoi il parle là? Ici, là, dans ce quartier-là, qui ne veut pas partir en bengue? S'il y a quelqu'un qui devait partir en bengue, c'est bien sûr lui. Oui. Lui, il doit partir en bengue. Tu n'es jamais parti en Europe et tu as fait partie de ton petit frère en Europe. Et qu'est-ce qui va se passer par la suite? Par la suite, il demande un jour que ma participation, c'est d'aller prendre des photos. À l'époque, c'était Nobu Photo, donc je vais à Tréville et prendre une photo. Et quelques jours après, là, je me retrouve avec un passeport. J'arrive à Bruxelles, Genève, je suis en bengue. Je suis sûre que vous aviez du mal même à réaliser que vous étiez en Europe. Mais parce que c'est vrai que c'était un rêve, mais un rêve vraiment inaccessible. Effectivement, vous dites vrai parce que, comme je l'ai dit, pendant les vacances, je vendais la friperie. Donc, mon fonds de commerce, je ne l'ai jamais donné à quelqu'un. Donc, je ne croyais pas, il ne fallait pas donner son fonds de commerce. Jusqu'à ce que j'arrive, quand je suis dans l'avion, je n'ai pas dormi toute la nuit. Et c'est seulement dans le tunnel là que j'enlève mon fonds de commerce et je donne à ceux, les gardiens de l'aéroport, simplement ceux qui nous contrôlent. Et là, je n'ai pas dormi toute la nuit, je suis arrivé. Vraiment, comme je le dis, ce n'est pas un rêve qui était permis à tout le monde. Et je n'ai pas le droit de rêver d'aller un jour en bengue. Mais finalement, qu'est-ce qui vous conduit en prison? Effectivement, j'arrive en Europe. Dessus de voir que ce n'est pas l'Eldorado, c'est quand même dommage quand même qu'on ne peut pas dire ça à nos jeunes frères. Aujourd'hui, on regarde partout, on voit des gens qui veulent aller... Oui, ah ouais, c'est comme si vous vous retrouvez... Pas plus tard qu'il y a 48 heures, on a eu un avion d'immigrés qui sont arrivés et ils ont beaucoup de regrets, beaucoup de remords. Je vais essayer d'imager ça. C'est comme vous vous trouvez sur un mur en béton et puis vous n'avez pas d'outils ni marteau. On vous dit que vous devez percer ce mur et passer de l'autre côté. C'est l'autre côté que se trouve la vie. C'est comme ça, bengue. Et c'est difficile. C'est difficile, bengue. C'est difficile. Mais tu ne peux pas dire ça à un Africain parce qu'on connaît la réalité. On connaît la réalité. Donc quand tu leur dis c'est difficile, mais toi tu vas faire quoi? Il y en a quand même qui l'ont compris. Il y en a qui l'ont compris. Tant mieux. Mais là-bas, quelles sont les épreuves par lesquelles vous êtes passé? Quand vous nous dites c'est difficile, c'est vrai. On essaie d'imaginer les difficultés que vous avez pu rencontrer, mais mettez des mots sur tout ça pour qu'on puisse vraiment comprendre. Déjà, j'étais en Suisse
Et en Suisse, on ne travaille pas au noir là-bas. En Suisse, tu ne peux pas travailler au noir. Ce pays est vraiment très organisé. Je salue même la Suisse. Et là, avant de travailler, il faut avoir des papiers. Ok. Ce qui est difficile. Ce qui est difficile parce que, imaginez, là, en Europe, on dit on mange son totem. Oui. Manger son totem, ça veut dire beaucoup de choses. Hein. Vous pouvez marier votre grand-mère. Vous voyez un peu. Donc, c'est-à-dire une femme qui a l'âge de votre grand-mère. Oui, l'âge de votre grand-mère. Et vous voyez un peu, quand vous êtes dans ce pays-là, dans ces genres de pays, vous dites qu'est-ce que vous faites? Vous brisez les valeurs qui vous caractérisent ou quoi? Vous violez ces valeurs-là. Mais je salue comme ça mes parents dont le père est caractérisé par la persévérance et le courage, la mère, l'indulgence, la rigueur. Je me suis dit, maintenant, je n'ai plus mes parents. C'est là, il faut montrer réellement qu'il faut respecter ces valeurs que les parents vous ont inculquées. Justement, comme je le disais, votre histoire, franchement, elle est intense. On va refermer la parenthèse de l'immigration illégale pour en venir à votre incarcération. Je veux savoir concrètement, c'est quoi qui vous a emmené en prison? C'était votre fausse identité ou vous étiez en infraction quelque part? Non, mais arrivé en Suisse, j'ai plus une fausse identité, mais je suis en situation irrégulière parce que je n'ai pas les papiers. Ok. Je n'ai pas les papiers et lors d'un contrôle de routine, je suis interpellé, conduit à l'hôtel de police. Et là, c'était à Lausanne, c'est une zone francophone. On me dit, après avoir rencontré le juge, je ne vais pas m'arrêter un peu sur les difficultés, tout ce que j'ai vécu, parce que je suis sûr des personnes qui pensent que l'expérience, ce n'est pas le vécu. Mais c'est ce qu'on fait avec le vécu. Du mur que vous nous avez donné explique tout. Oui, j'ai donné cette image-là pour parler pratiquement à l'Afrique. Cette image que je donne. Il faudrait que... Nous, on n'a pas eu quelqu'un qui nous a dit ça à l'époque. Donc aujourd'hui, je donne cette image. Oui, Alissa. J'aimerais lui poser une question. C'est après combien de temps passé en Europe qu'on vous a interpellé? Après 2 ans et demi. 2 ans? 2 ans et demi. D'accord. Et donc vous êtes à l'hôtel de police et qu'est-ce qui se passe? À l'hôtel de police, je rencontre madame le juge d'instruction qui me dit, écoutez, moi je n'ai pas le droit de vous garder, mais votre canton, parce que comme je le disais, quand je suis arrivé en Suisse, j'ai été enregistré. Ils m'ont donné un permis de séjour, un permis d'immigration. Et pour qu'on vérifie un peu, on analyse mon dossier. Et après analyse de mon dossier, on m'a dit de quitter la Suisse. Donc je suis resté là. Et après, j'ai quitté la zone alémanique pour aller dans la zone francophone. Donc madame, le juge d'instruction me dit non, que votre canton a besoin de vous. Et depuis fort longtemps, vous ne partez plus prendre le social. Donc on met à votre disposition et on vous a demandé même de quitter la Suisse. Donc on me dit, ok, on va vous garder pour 2 jours, mais pendant ce temps, vous faites la prison. En prison? On m'a arrêté un vendredi, j'ai dormi dans la prison de Lausanne le samedi et dimanche, parce que le vendredi, j'ai dormi dans le cachot de l'hôtel de police. Là, il n'y a pas vraiment, tu ne sais pas s'il fait jour, s'il fait nuit. Et là, le lundi, je suis conduit à Solothurn, je dis peut-être pratiquement c'est Abidjan, Bouaké. Et pendant ce temps, vous voyez un peu que moi, je ne supporte pas les longues distances. Donc, je vomissais sur moi, tout ça. Donc, j'arrive à Soleure. Je rencontre la police d'immigration qui me dit, écoutez, on vous a demandé de quitter notre pays, mais vous êtes là. Donc, moi, je vais demander qu'on vous condamne à 3 mois de prison. Étonné, mais je n'ai pas connaissance qu'on peut m'enfermer pendant 3 mois parce que je suis en situation irrégulière. Et tout ce qui était dans ma tête, c'était de rentrer dans une cellule, de voir le jour, parce que quand on te conduit, tu ne vois pas le jour, tu ne vois rien. Donc les conditions étaient très difficiles. Les conditions étaient difficiles. Mais pendant ce trajet, vous savez, déjà, j'étais responsable de la communauté chrétienne de Lausanne et responsable des jeunes de mon église. Et on partait visiter des maisons de retraite, les centres de requérants d'asile où nous sommes passés. Et mon rêve, c'était aussi d'aller dans la prison. Mais en Suisse, c'est un peu compliqué de travailler dans les prisons. Et pendant ce trajet-là, je trouvais que Dieu, je ne comprenais pas Dieu. Et je trouvais que la vie était injuste. Job s'est aussi posé la même question à un certain moment quand ses enfants sont morts. Mais ce que je veux savoir, c'est que à quel moment le déclic de vouloir aider des détenus est arrivé? C'est là-bas en Suisse ou c'est lorsque vous êtes rentré en Côte d'Ivoire? C'est là-bas en Suisse. D'accord. Parce qu'il faut dire déjà ici, je suis né dans un quartier précaire, comme je l'ai dit, derrière WAF. Et dans les quartiers précaires, la plupart du temps, excusez-moi de le dire, mais des fois, il y a
y a des voyous. Je ne dis pas tout le monde est voyou. Hein. Et lorsqu'on venait menotter quelqu'un, nos parents nous montraient, vous voyez, si vous ne respectez pas la loi, voilà ce que vous avez. Donc les menottes, pour moi, c'est le bandit qui a des menottes, la prison, celui qui est là-bas, c'est... Il ne faut plus me dire bonjour quand tu es un ami. Et directement, mes menottes, on m'envoie en prison. Donc je me rappelle, je dis, mais est-ce que ma mère peut comprendre cela? Que seulement, ce n'est pas les voyous, ce n'est pas les bandits qui peuvent être conduits en prison. Et j'arrive en prison, je vois des personnes qui sont dans la prison. Et là, je dis, écoutez, moi, je consacre ma vie à cette cause-là parce que j'avais des préjugés. Aujourd'hui, je comprends qu'on est tous des prisonniers en sursis. Ça, c'est clair. C'est clair. Donc, je suppose que à partir de là, vous commenciez à mener des actions en vue de l'humanisation des prisons parce que ce qu'on voit est vraiment catastrophique. La surpopulation, l'insécurité, l'insalubrité qui règne dans les prisons, ça vous écœure. Et là, vous décidez de poser des actions. À quel moment vous commencez? Déjà, quand je sors de la prison en Suisse, je décide de me consacrer à cette ville. Hein. Mais où on est mieux outillé, je pense que où on peut mieux commencer cette activité. Je pense à ce pays-là qui m'a tout donné, qui est la Côte d'Ivoire. Voilà, je suis béninois d'origine, mais je suis né en Côte d'Ivoire. Depuis mon retour de la Suisse, j'ai décidé de... Je veux aller au Bénin, mais je n'ai pas encore l'opportunité vu que je travaille un peu trop. Donc, je ne connais pas le Bénin. Et quand j'arrive en Côte d'Ivoire, je dis, OK, je vais visiter les quartiers précaires, je vais dans les rues, je vais maintenant dans les prisons. Et quand je vois l'état des prisons en Côte d'Ivoire, veuillez m'excuser, je salue tous ceux qui font ce travail-là, la direction de l'administration pénitentiaire qui fait l'effort avec les moyens qu'ils ont. Je salue les autres ONG qui font l'effort de travailler avec. Mais je suis... Je ne crois pas. Vous en avez par-dessus là. Mais en Suisse, écoutez, moi, dans ma cellule, j'ai ma télévision, on vient chercher mes habits pour laver. Vraiment, c'est... Et là, quand je regarde, je dis, mais qu'est-ce que se passe? Mais je me suis rendu une seule... Parce que déjà là-bas, vous étiez dans certaines conditions, vous disiez... Et je me plaignais. C'était difficile, vous vous plaignez. Mais là, quand vous voyez les conditions dans lesquelles nos détenus ici sont, il ne faut pas rester donc les bras croisés. Et depuis quelle année vous avez commencé à travailler et quelles sont les actions que vous avez menées en faveur des détenus? Depuis 2010, nous avons commencé à travailler. Déjà, nous avons lancé le concept Opération Prison Propre et Conseil. D'accord. Avec le slogan « Tous prisonniers en suicide, donnons-nous la main ». On a commencé cela à la prison de Bassam. On était à la Maca le 19 décembre de l'année passée. On était à Mans en février de cette année. Donc c'est l'opération Prison Propre que nous lançons actuellement. Cela consiste à assainir l'univers carcéral, à envoyer des artistes pour apporter des messages de réinsertion aux détenus et d'espoir. Et quand vous dites « on », vous voulez parler donc de l'ONG de l'ONG Ngboado, c'est bien cela. Ça veut dire quoi, si en langue? Ngboado est un nom métissé. J'incarne ce métissage. La Côte d'Ivoire, en Agni, ça veut dire l'igname arrivé en maturité, une manière de dire que l'Afrique a enfin compris qu'elle va résoudre son problème. Et en béninois, c'est espérance, j'ai cru, en faisant de cette organisation une pelle d'espoir pour les détenus. C'est très bien. Voilà. Et dans cette ONG, il y a des ambassadeurs qui vous accompagnent, tels que Eric Patro, et cet artiste pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Il s'agit de Kadjim qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour et veuillez vous rapprocher s'il vous plaît. Alors, Ngboado, il nous a expliqué, il a vécu une expérience, mais vous n'êtes pas un ancien détenu, mais vous travaillez en faveur des prisonniers, vous travaillez dans le but d'assainir les prisons. Quelles sont vos réelles motivations, Kadjim? Faut dire que moi, j'ai fait mes premières visites de prison à l'âge de 12 ans. J'étais scout catholique. Et on était allé à la prison de Dimokro. Je suis sorti de là, j'ai été malade pendant une semaine. Les Baoulés disent « Oh ouais, tableau », c'est-à-dire ton âme s'est échappée de ton corps. Oh là là. Tellement tu as vu des choses qui t'ont choqué, tu vois. Et depuis cette période-là, on essaie de faire des activités en prison. J'en ai fait en Suisse. Et Job, donc on va dire que l'histoire a commencé en Suisse. Et puis... on s'est retrouvés ici, on s'est rencontrés, on a vu que nos buts convergeaient et puis il m'avait dit aussi que dans ces durs moments, mes chansons l'avaient aidé. J'ai dit bon, donc on va essayer de faire en sorte que ces chansons-là aident les autres qui sont dans nos prisons et qu'on essaie d'améliorer un peu ce qui se fait pour nos détenus
dans notre pays. En tout cas, nous, Voilà. on vous félicite. On vous félicite. Il y a Nash aussi qui Il est avec vous. Il y a Nash qui est avec nous, il y a Eric Patron, il y a Tonton Zela, que j'aimerais citer parce que c'est quelqu'un qui est toujours prêt quand il s'agit de ces opérations-là. Et je souhaiterais qu'on puisse ensemble, ici dans ce studio, les féliciter par des applaudissements. En tout cas, merci. Merci pour ce que vous faites. Je veux dire, c'est pas en prison qu'on achètera vos CD, mais au-delà du commercial, vous démontrez que vous avez du cœur, que vous avez encore... essaient d'apporter quelque chose à leur communauté, mais tout à fait. Je n'aimerais pas que les gens gardent un regard triste ou qu'ils soient attristés ici. Nous, ce qu'on essaie d'apporter, c'est d'apporter de la lumière dans un univers qui est assez sombre. Et j'aimerais vous raconter une anecdote de la dernière opération que nous avons faite à la Maca. On va en concert à la Maca et on est sur scène et il y a les prisonniers qui viennent faire du travaillement sur nous. Tu vois, sans blague. C'est vrai. Sans blague. Merci. Et il y a tonton Zela qui me dit, si à la Maca ici les gens travaillent sur nous, le jour où on joue à l'extérieur que les gens ne travaillent pas, ça va échauffer même quoi, grave. Donc c'était pour dire qu'il y a de la vie à la Maca. Si vous pouvez contribuer à nous aider à faire que ce soit mieux, faites-le. On a besoin de bénévoles, de dons. Que Dieu vous bénisse tous. Merci beaucoup. Merci encore. Alors, votre mot de fin? Franchement, je tiens encore à remercier nos bénévoles, à remercier nos actifs. Et je voulais simplement dire aux Ivoiriens, dire en quelque sorte au monde entier que nous ne travaillons pas pour les prisonniers. Nous travaillons de sorte que les prisons soient humanisées. Il ne faudrait pas qu'ils sortent de la prison en tant que délinquants pour venir agresser l'honnête citoyen qui est dehors. Il faudrait faire de sorte que la société soit sécurisée et quand ce dernier arrive dehors, il ne puisse pas mettre autrui en danger. Voyez un peu. Et cela va créer un climat favorable à tout développement. Donc, on a besoin que des opérateurs économiques. On n'a pas besoin qu'ils nous donnent de l'argent. Si vous avez Como, vous avez Javel, vous avez des habits. Merci pour la venez pratiquement venez nous donner cela. Quoi. En tout cas, on vous remercie. Donc, que tout le monde mette la main à la pâte, que nos États aussi mettent la main à la pâte, qu'ils travaillent dans le but de la réhabilitation, de l'aménagement de nos prisons. Parce qu'il y va de la dignité humaine. C'est vrai, on n'encourage pas la délinquance, mais ce sont des hommes qui y sont et sait-on jamais. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. Merci aussi à votre ONG Mboado, vous qui êtes là, membre de cette ONG. Nous vous encourageons et c'est noble ce que vous faites. Et parce que vous le faites bien, nous vous accompagnons avec cette page publicitaire. Merci encore d'être passé.